C'est la résonance de toute une vie. Quand on parle du théâtre du vide-poche, c'est une aventure qui date de l'année 1971, c'est-à-dire quasiment au siècle passé. C'est pas tout à fait de l'archéologie, mais ça ne va pas tarder à le devenir. Et le théâtre du vide-poche, finalement, c'est une espèce d'accident. Parce que moi, je n'étais pas particulièrement intéressé par le théâtre. Mon rêve, ça aurait été de devenir joueur de foot professionnel. Mais je n'étais pas assez rapide et puis je supportais mal les coups de pied. Donc à un moment, je suis entré dans ce milieu de l'animation de jeunesse, puisque à l'époque, on ne parlait pas d'animation socioculturelle, mais nous étions des centres de jeunesse. Et je n'étais pas le premier, je n'ai pas été le créateur de ce qu'on appelait à l'époque USL Jeunesse, c'était le nom officiel du centre. Et j'ai eu un prédécesseur qui s'appelait Jean Fontana et qui un jour m'a abordé en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait pas de prendre ma place parce que moi je pars ouvrir une école d'animation à Kinshasa ». Et si ça t'intéresse, tu peux devenir animateur, alors que j'étais compositeur typographe à la base. Et il a eu des arguments absolument frappants. Il m'a dit, c'est pas salissant et ça paye bien. À l'époque, le centre d'USL Jeunesse se situait intégralement dans les locaux qui sont aujourd'hui occupés par le théâtre. En plus, c'était des locaux qui se partageaient avec deux autres associations liées plus ou moins au monde syndical, l'une étant les Samaritains ouvriers et l'autre la plage artificielle de Lausanne. Mais une plage artificielle à Lausanne, qu'est-ce que ça peut bien être? C'était des lampes UV pendues au plafond. Et tous les mercredis, les gosses d'ouvriers qui ne pouvaient pas se payer le ski en hiver ou les balades à la montagne en été venaient sous ces lampes, tournées en rond, parce qu'on était persuadé qu'une belle peau brune, ça leur faisait beaucoup de bien. Et pendant une certaine époque, on a partagé ces locaux avec ces gens-là. Ce qui était toute une aventure, parce que assez vite, on a démarré dans l'activité théâtrale. Donc j'ai commencé à faire un peu de théâtre sans rien y connaître. Je frémis encore 45 ans plus tard à la pensée de ce que ça a bien pu être, mais les choses sont nées comme ça. Alors l'USL, c'était l'Union syndicale de Lausanne. Et d'ailleurs, le centre, bien qu'étant devenu ultérieurement centre socio-culturel, a gardé cette appartenance, hein, cette relation qui, par moments, a été étroite et par moments moins, avec l'union syndicale. Et ce n'est qu'il y a quelques années qu'il est devenu centre socio-culturel du cartel syndical vaudois, parce que l'union syndicale s'est noyée dans le cartel. Si on se ramène aux années 60-70, c'est un moment où la jeunesse a donné beaucoup d'inquiétude à une certaine partie de la population. C'est l'époque des blousons noirs. C'est l'époque où, en Angleterre par exemple, il y avait ces clans, les Mods et les Rockers, qui allaient se massacrer le samedi soir sur les plages à coups de chaîne à vélo. Ici, c'était beaucoup moins grave, il y avait des bandes. Mais quand j'ai commencé, il y a quand même eu 2 morts dans la périphérie proche des centres de jeunesse. Il y a eu une histoire à Boisy où un gars a été assassiné à coups de couteau. Il y a eu une histoire aussi sur les quais d'Ouchy où il s'est avéré que c'était des jeunes qui fréquentaient un centre de loisirs qui ont assassiné un homosexuel une nuit sur le quai d'Ouchy. L'une des raisons essentielles qui ont présidé à la création de ces centres, c'était une certaine prise en charge de la jeunesse, qui n'a jamais
eu une violence monstrueuse, mais enfin, moi je me souviens, on a quand même 2-3 fois fait le coup de poing. Il y avait des bandes qui tournaient comme ça, qui étaient un peu en stand-by sur la Riponne le samedi soir, et puis qui après quelques bières allaient un peu casser de l'animateur dans certains centres socio-culturels. Et nous, on avait une chaîne entre les 3 centres du centre-ville, puisqu'il y avait Carrefour qui se trouvait à l'avenue de l'Université, donc juste de l'autre côté de la place de la Riponne. Carrefour était géré par les Unions chrétiennes de jeunes gens. Il y avait le Club de Midi qui se trouvait, lui, à l'avenue de France et qui était géré par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse, et puis USL Jeunesse, géré par l'Union syndicale de Lausanne. Donc on les voyait débarquer, on se téléphonait les uns les autres. Il est arrivé même qu'on boucle un centre pour aller donner un coup de main aux copains. Mais finalement, tout ça, ça a rarement été grave. La particularité de notre centre, du USL Jeunesse, il avait été créé un peu au hasard. La raison principale de la création de ce centre, c'est qu'à l'époque, il y avait un président de l'Union syndicale de Lausanne qui visait la municipalité et qui avait trouvé que ce serait une bonne chose d'avoir un centre de jeunes à mettre sur sa carte de visite. Donc ce centre de jeunes a été créé à la Palud, où il n'y avait pas du tout de jeunes. Il y avait des habitants, mais c'était des gens qui étaient là depuis 20-30 ans, qui étaient parfaitement intégrés au quartier, et leur centre de loisirs, c'était les bistrots. C'était un peu paradoxal, parce que à l'époque, on n'a pas fait exister ce centre en fonction des besoins des utilisateurs, on a cherché ce qui pourrait bien attirer des gens dans ce centre. Et ça a été le départ de la démarche de formation permanente dans laquelle on a beaucoup investi. Il y avait cette formation permanente, ça a été des cours alors qui nous ont été demandés par certains membres des syndicats, déjà des cours de communication à l'époque. Il y a eu d'autres choses qui se sont faites, mais il faut dire qu'on manquait beaucoup de place. On n'avait pas beaucoup de place. On était très serré dans ce petit local qui est le vide-poche aujourd'hui. Donc, limité dans nos choix et dans l'offre qu'on pouvait faire. Et puis, le théâtre apportait aussi un aspect de... Je n'aime pas du tout le terme d'éducation populaire, parce que pour moi, parler d'éducation populaire, c'est un peu comme dire qu'on a contribué à la construction de la Grande Muraille de Chine parce qu'un jour on a apporté un sac de ciment. C'est tout petit. Mais il y avait déjà une tradition populaire théâtrale en France qui était très forte autour de troupes qui avaient une activité extrêmement intense, des gens comme Jacques Copeau et Jouvet, qui a toujours fait un théâtre populaire. Et puis, nous, on était partis un petit peu dans cette optique en se disant que ce qu'on pouvait apporter aux gens au travers du théâtre, c'était un certain nombre de connaissances. C'était connaître des époques, connaître des milieux, connaître des sociologies d'un moment, bref, élargir des champs de connaissances. Mais pour moi, ce n'est pas de l'éducation, c'est ouvrir un éventail de possibilités. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de ça, qui s'en sont félicités aussi, mais c'est quand même, il faut rester modeste avec ça. Il y a quelques années de ça, avec ma collègue Caroline de Cibourg, nous avions décidé de monter un spectacle avec des immigrés. Pôle Sud a toujours accueilli des cours de français,
Et il y avait, au niveau de ces gens venus d'horizons complètement différents, l'espoir, la possibilité de monter un spectacle. Et ce qui s'est fait, et nous avions des gens de 19 nationalités différentes dans ce spectacle. Certains qui venaient d'Amérique du Sud, d'autres qui venaient du Moyen-Orient. Il y avait même quelqu'un qui venait de Suisse allemande, c'est dire si on ratissait large. Et c'était une histoire, j'avais écrit une histoire qui se basait sur une vieille légende jurassienne qui se passait à l'époque des croisades. J'ai écrit un texte, j'ai abordé la mise en scène, et puis je me suis rendu compte que les gens ne comprenaient rien à ce que je racontais. Parce que pour les Sud-Américains, pour des gens qui viennent du Moyen-Orient, le Moyen-Âge, l'époque des croisades, c'est pas du tout le même que pour nous. Donc à un moment, j'ai arrêté les répétitions, et je crois pendant 2 semaines, 4 soirs, j'ai parlé du Moyen-Âge pour qu'ils sachent où ils allaient, pour qu'ils sachent comment on vivait ici au XIIIe, XIVe siècle. Et pour moi, c'était aussi ça mon rôle dans le théâtre, parce que même en montant des auteurs contemporains, et l'un des derniers auteurs que j'ai monté, c'était Václav Havel, qui est devenu président de la République tchèque, et puis c'est un auteur qui finissait en tôle chaque fois qu'il avait une première de pièce. Je crois qu'il a été 4 fois en prison à Prague. Mais quand j'ai commencé à monter cette pièce, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient rien de cette Tchécoslovaquie, que nous, on avait connue, qui était sous la botte du communisme, où la liberté d'expression n'existait pas, et que c'est ce qui expliquait aussi le style d'écriture très métaphorique de Václav Havel, parce qu'il n'appelle jamais un chat, mais au bout de 3 minutes, tout le monde se rend compte que c'est un chat. Et c'est la richesse de cette écriture. Donc voilà un petit peu le rôle que moi j'ai pu assumer là-dedans, et la force de l'éducation populaire, et je la mets entre guillemets, c'est qu'il n'y a rien à éduquer, mais des richesses à partager, parce que chacun les a, ces richesses. C'est des partages. Si on part de l'idée qu'il n'y a pas de partage, on ne fait rien. On ne fait rien, et les autres sont imperméables, et ils ont bien raison. Ça, c'est mon expérience, parce que dans le cadre de Movendo, j'ai donné des cours sur la communication où j'avais des gens qui étaient des manuels. Et des manuels, j'ai eu des maçons portugais, par exemple. Et quand on parle d'éducation populaire, je me trouvais en face de mecs qui avaient croupi dans les geôles de Salazar, qui avaient une expérience de la vie et de la souffrance à laquelle moi je ne pouvais absolument pas prétendre. Et ces gens-là m'ont appris bien plus de choses que moi je ne leur ai appris. Alors moi, j'ai jamais vécu de vraie rupture. J'ai senti une évolution des choses. Mais j'aurais envie de dire aussi que la rupture, c'est le jour où on a financé pour avoir une femme de ménage. Parce que là, dans les premiers temps, c'était tout faire. On était dans ces locaux, c'était passer l'aspirateur, c'était s'occuper du chauffage, c'était réparer tout ce qui avait à réparer, parce que bien sûr on avait des budgets extraordinairement limités, on n'avait pas de rond. Et chaque fois qu'on voulait acheter quelque chose, que ce soit du matériel, du mobilier, tout ça, il fallait aller au plus mince. Et je dois dire que moi, c'est un truc qui m'est resté quasiment jusqu'à ma retraite. Parce que même après, quand on avait des moyens, je me disais toujours, oh là là, ça va coûter cher ce truc-là. Je crois que ça m'a marqué.
Alors ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'ai, ou 6 ans, je ne sais même plus exactement, que j'ai quitté le métier. L'impression que j'ai, et bien sûr c'est l'impression d'un dinosaure, mais quand on demande leur avis aux dinosaures, on ne peut pas attendre autre chose que des avis de dinosaures, c'est que ce que j'ai vécu pendant toute cette période, c'était pas une profession, c'était des aventures. C'était des aventures avec les gens, et je n'en veux pour preuve que tous les combats sociaux qu'il y a eu à Lausanne, les centres étaient mouillés dedans. Hein, ça faisait partie de notre boulot. On accueillait tous ces groupes un petit peu en révolte, à tort ou à raison parfois. Mais c'est ce qui faisait bouger, c'est cet aspect citoyen qui fait qu'on n'accepte pas tout, hein, qui fait qu'on a aussi une vision critique par rapport à la société. Le côté aventurier, aventureux, il était aussi lié au fait que nous étions une génération de pionniers. Hein, et c'est une génération qui va, à mon avis, s'éteindre qu'une fois que des gens comme Vincent Cruchon, Louki, les gens de Pôle Sud, qui sont les plus anciens maintenant dans le métier, vont quitter. J'ai l'impression que chez les jeunes collègues, tout est beaucoup plus formaté. Tout se passe beaucoup plus dans un cadre sécure, j'ai envie presque de dire réglementaire. Alors que chez nous, chez nous, les règlements, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas suivre et que c'était presque une religion que de foutre un peu le bordel. Je me rappelle d'expositions qu'on a fait au centre de loisirs à l'époque où le Portugal de Salazar avait été invité au comptoir suisse et on avait fait une exposition qui avait assez déchaîné les passions dans notre bonne ville de Lausanne. Hein, et c'était un peu ça notre pain quotidien. Pour nous, c'était l'un des buts de notre métier. Et ça, malheureusement, je le sens plus. Je le sens plus, c'est plus... je dirais pas pantouflard, c'est plus conventionnel. Ça cherche pas la bagarre. Et je pense que notre rôle, c'est parfois aussi d'être dans ces conflits et puis d'amener des outils qui vont permettre aux gens, hein, aux citoyens, de travailler de manière plus efficace. Hein. Et parfois, c'est contre le pouvoir politique en place. Hein, il faut en assumer les conséquences. Et tout ça n'est pas né de rien. Parce que mai 68, dans une grande partie de sa genèse, est né dans les maisons de jeunes et de la culture, qui ont développé ces phénomènes de citoyenneté, qui ont appris aux jeunes à être quelquefois critiques, à être quelquefois en révolte. Hein, et ils ont joué un rôle qui n'était pas négligeable. Au point qu'une fois que tous ces jeunes ont été installés, ont fait partie de l'établissement, hein, ils connaissaient parfaitement le rôle des maisons des jeunes et de la culture, et leur première préoccupation, ça a été de leur couper les ailes. Hein. Donc, ici, on a gardé quand même cet esprit pendant très longtemps. Et je pense que mes vieux collègues l'ont toujours, cet esprit. Hein, mais malheureusement, je ne le sens pas tellement chez les jeunes. Ils sont plus formatés, ils sont plus obéissants. La FSL, c'est le troisième maillon de la chaîne. Parce que à l'origine, il y a un organisme qui s'appelle la Fédération vaudoise des centres de loisirs, qui regroupe les centres lausannois, plus Renan, plus Nyon, plus, je ne suis pas sûr, Yverdon. Et puis, les centres lausannois prenant de l'ampleur, les problèmes qui sont traités
sont de plus en plus typiquement lausannois. Donc à un moment, la séparation se fait et la fédération vaudoise devient fédération lausannoise des centres de loisirs. Limitée donc aux frontières de la commune. Mais c'est toujours une fédération, c'est-à-dire que les différents centres sont assez autonomes et pas toujours prêts à collaborer les uns avec les autres, ce qui va engendrer quand même un certain nombre de problèmes et va provoquer une étude qui est menée par l'Institut de recherche sur l'environnement construit, qui est un organe universitaire qui siège, si je ne me trompe, à l'avenue Vinet. Et ces gens-là vont faire une étude et le résultat de cette étude, c'est que la structure ne convient plus au fonctionnement des centres qui de plus en plus ont tendance à quitter leur mur pour partager des choses avec les autres centres, pour avoir des activités qui vont être communes. Ce qui ne va pas toujours plaire au quartier. Et nous avions fait d'ailleurs à un moment une expérience qui s'était déroulée au Forum de l'Hôtel de Ville, où nous avions conçu 15 jours d'animation. C'était un truc complètement fou parce que tous les jours il y avait des activités, il y avait des invités, il y avait des émissions de radio, il y avait des concerts, il y avait de tout. Il y avait des Google Music qui se promenaient dans les rues, c'était assez génial. Mais c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que des centres ont refusé que leurs animateurs ou animatrices participent à ça. Et c'est une chose que l'IREC a relevée dans son étude. Et la proposition qu'ils ont faite, c'est de transformer cette fédération, dont Claude Onsberger était le secrétaire général, mais avec des pouvoirs quand même relatifs sur le terrain, en une fondation qui serait le véritable patron des centres de loisirs et qui serait un interlocuteur fiable vis-à-vis de la municipalité. D'où la naissance de la Fondation pour l'animation socio-culturelle et la présence parmi nous de Pierre-Alain Verheyen. Alors, tu me demandes si l'expérience était à refaire, si je referais la même chose. Alors, la réponse, elle est claire et nette, c'est oui. Parce que pour moi, ça a été une vie professionnelle extraordinaire. J'ai jamais été au boulot en me disant aujourd'hui c'est la routine, aujourd'hui c'est le jour où on fait ça, et puis c'est la 153e fois dans l'année qu'on fait le même truc. Non, pour moi chaque jour, pas jusqu'à la fin, mais presque jusqu'à la fin, parce que le jour où il y a plus vraiment eu ça, c'est le moment où j'ai décidé de prendre ma retraite, parce que j'ai pris une retraite anticipée. Et c'était moi qui avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, d'avoir plus rien de déterminant à donner. Parce que moi, ce qui me passionnait dans ce boulot, c'était le contact avec les gens, que ce soit au niveau de l'atelier informatique que j'ai animé avec mon pote Kevin, que ce soit au niveau du théâtre, où la partie qui m'a le plus intéressé, c'était monter le spectacle avec les gens, c'est travailler avec les comédiens, puis être à l'écoute de toutes leurs réactions qui enrichissaient. J'ai toujours écrit les mises en scène. Et c'est jamais ce que les gens ont vu les soirs de spectacle. Parce que l'apport des comédiens, il était hyper important. Puis c'était des échanges. Et puis on discutait, on approfondissait. C'était d'une richesse extraordinaire. Et j'ai eu une chance extraordinaire de faire cette carrière-là. Si vraiment il faut, je repars tout de suite. Avec 50 ans de moins, j'en pars.